Option Sandberg. Ouais. Êtes-vous prêts et prêtes? Bon, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal du lundi 10 juillet 2023. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. En point 1, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal. On a 2 procès-verbaux, celui de la séance du 12 juin et du 19 juin. 4, dossier de la mairie, correspondance. 4.2, session de terrain pour l'implantation d'une résidence étudiante du Cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. 4.3, demande d'investissement pour la région de la Gaspésie. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. En 5.1, une lettre d'entente, modification de l'article 11.31 de la Convention, congé sans solde. 5.2, terminaison de l'entente intermunicipale pour la gestion du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse. 5.3, études sur les besoins de logement à Carleton-sur-Mer. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, compte à payer au 30 juin 2023. 6.2, bâtiment de service rue du Quai, demande de paiement numéro 2. 6.3, projet de remplacement des conduites d'alimentation du camping, demande de paiement numéro 2. 6.4, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 7. En 7, dans l'urbanisme, 7.1, adoption d'un règlement 2023-482 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la protection des paysages dans les zones forestières et de villégiature. 7.2, adoption du règlement 2023-481 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage afin de régir la plantation, l'entretien et l'abattage d'arbres. 7.3, nomination membre CCU. 7.4, demande de dérogation mineure au 5 rue des Défricheurs, le lot 6 310 335. 7.5, demande de PIIA pour le lot 3 887 591. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, acte de concession et entente accessoire à la cession avec le ministère Pêche et Océan pour le quai de Carleton-sur-Mer. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire, on n'en a pas. 10, dossier des travaux publics. 10.1, traverse piétonne et limite de vitesse dans le secteur de la rue du Phare. 11, dans les dossiers de la sécurité publique. 11.1, mise en commun des services de sécurité incendie Avignon-Est, orientation. 11.2, mise en commun des services de sécurité incendie Avignon-Est, mandat d'accompagnement. 11.3, rapport des interventions du service de sécurité publique et incendie pour la période de janvier à juin 2023, dépôt. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, sur la table du Conseil. 15, période de commentaires et questions. 16, levée de la séance. Si ça vous va, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. Ce qui nous amène au point 2, période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur la liste de sujets que je j'ai nommés ce soir? Ah, mon beau, je vais regarder en ligne si j'en ai pas. Je ne vois pas, on n'a pas de participants là, en direct avec nous ce soir. Alors, on pourrait procéder. Il y a toujours la période de questions, évidemment, à la fin, là, habituelle pour toute autre question. On sera point 3, approbation du procès-verbal. En 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2023. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme à nos décisions, on aurait besoin d'une proposeur pour l'adopter. Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 3.2, c'est la séance procès-verbal, la séance d'ajournement du 19 juin 2023. Quelqu'un propose? Sylvie Tremblay fait la proposition. Merci. 4, dossier de la mairie maintenant, des correspondances. On a plusieurs correspondances qu'on a reçues au cours du dernier mois, en fait, depuis la dernière séance publique. Sans aller dans les détails, là, mais je peux quand même vous dire un peu qu'est-ce qui est rentré. Une lettre du ministère des Affaires municipales qui confirmait on a eu beaucoup de confirmations de financement, là. C'était déjà prévu au budget du financement de différents paliers de gouvernement qui rentrent, là. On a une lettre des affaires municipales pour 68 122. Ça, c'est le partage à croissance du point de TVQ. C'était prévu au budget, ce montant-là. On a reçu une résolution d'appui de la municipalité d'Escuminac pour les appuyer dans une demande pour bonifier l'aide financière pour la voirie locale. Une confirmation du programme de compensation tenant lieu de taxes du ministère des Affaires municipales encore, qui correspond à 18 890. Encore là, c'était budgété. Un avis de la Société de chemin de fer de la Gaspésie qui informe qu'il y aura épandage des travaux de contrôle de végétation sur une portion de la voie ferrée sur le territoire de la ville du 10 juillet au 31 août prochain que ça sera fait. On a reçu aussi une lettre de l'entreprise Culture Seaweed Gaspésie qui font la production de cannabis, là, ils nous ont informé qu'ils demandaient à Santé Canada, c'est Santé Canada,
une licence pour la possession et la vente de cannabis à des fins médicales. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est produire. Ils ont déjà démarré la production, mais ils veulent faire du cannabis à des fins médicales et ils doivent en aviser la municipalité où est située leur entreprise, donc Carleton-sur-Mer. On a reçu aussi une lettre des affaires municipales qui confirme un montant de péréquation. C'est un financement qu'on reçoit aussi qui était budgété, 65 476. On a reçu une réponse du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On avait adopté une résolution pour demander d'améliorer la sécurité là, aux abords des écoles, entre autres pour nos enfants puis pour les piétons. Ils nous ont envoyé une lettre là, comme quoi ils avaient bien reçu notre pétition, qu'ils allaient analyser ça, mais il n'y a pas d'orientation là, proprement dit dans cette lettre-là. On avait aussi là, pour les fidèles, l'OTJ de Saint-Omer avait demandé une exemption de taxes complète pour le bâtiment. Présentement, il y a juste une partie du bâtiment qui était exemptée. À la Commission municipale du Québec, la municipalité avait appuyé leur demande et là, on a eu la confirmation de la Commission municipale que l'ensemble du bâtiment de l'OTJ va être exempté de taxes. Ensuite, une lettre du ministre, ça c'est une très bonne nouvelle aussi qu'on a reçue de la ministre responsable du sport, loisirs et plein air. On avait reçu un financement dans le programme qui s'appelle le PAFIR pour la réfection de l'aréna. On avait reçu 2 millions au total de subventions sur un projet initialement de 3. La ville mettait 1 million. Finalement, le projet est rendu à 6,5 millions. Devant l'explosion des coûts, ils ont révisé à la hausse le financement. On a reçu une confirmation d'un montant supplémentaire de subvention de 575 414 qui va nous aider. On va le prendre. On va le prendre dans le contexte, évidemment. Après, un autre, même ministère, même principe, on avait reçu un financement aussi pour refaire l'éclairage des terrains sportifs. On avait reçu 95 000 et ils ont décidé de bonifier aussi cette enveloppe-là partout au Québec là, parce qu'on connaît l'inflation. Ils ont bonifié cette enveloppe-là aussi de 19 076 pour le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Après ça, toujours dans les correspondances, on a reçu confirmation des taxes, le montant des paiements tenant lieu de taxes. C'est les bâtiments provinciaux là, qui ne payent pas 100 des taxes, mais ça correspond à 338 754 pour l'année en cours. Et une lettre du ministère des Transports pour la Ville avait fait une demande pour implanter un abribus au Parc des Horizons avec un stationnement sur rue sur la 132 et ils ont autorisé la ville à procéder. Il faut quand même leur soumettre là, des plans là, puis un projet pour approbation là, avant d'aller de l'avant, mais ils ont accepté qu'on travaille en ce sens-là pour implanter un abribus dans ce secteur-là. Alors voilà la liste des correspondances. Il n'y a pas de résolution adoptée, c'est simplement un point d'information. Ce qui nous amènerait à 4.2, session de terrain pour l'implantation d'une résidence étudiante du Cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. On travaille depuis quelques mois avec le Cégep et le Centre de services scolaires sur un projet de résidence étudiante. Ils ont eu l'aval pour aller de l'avant avec ce projet-là. Euh, après différents échanges, là, on avait ciblé le terrain sur un terrain qui était sur la rue du Centre civique, en face du bâtiment de la santé là, du Centre de service scolaire. Gros bâtiment blanc où étaient avant les bureaux de la commission scolaire, juste en face de ça, comme derrière derrière l'aréna, si on veut. Finalement, ils ont mis des professionnels au dossier, des architectes, des arpenteurs, puis il y a une partie du terrain qui est en zone humide. Bref, avec les contraintes qu'il y avait, c'était difficile pour eux d'implanter les résidences sur ce terrain-là. Alors, ils nous ont demandé de leur céder une partie du terrain au nord de la salle Charles-Dugas, sur la rue Comeau, entre la salle Charles-Dugas et les terrains de soccer. C'est un espace où il y avait anciennement une piste d'athlétisme et ils souhaiteraient implanter les résidences étudiantes sur ce terrain-là qui a moins de contraintes, faciliterait son implantation. Alors, si vous êtes d'accord ce soir, nous, ce terrain-là, c'est un terrain qui appartenait au centre de services scolaires. On a une entente avec le centre de services scolaires sur ce terrain-là. En fait, c'est un bail, je ne sais plus le titre, là, c'est bail amphithéotique, oui. Donc, pour l'utilisation, c'est à toute fin pratique des terrains de la ville maintenant, des terrains sportifs. Mais ce qu'on ferait, c'est qu'on en réserverait une partie pour les résidences étudiantes et on est en pourparlers avec le centre de services scolaires qui ont démontré une ouverture puisqu'ils utiliseraient le terrain vraiment
tout juste après la salle Charles-Dugas. Ils pourraient nous transférer la même superficie, nous en donner un peu plus au nord du terrain de soccer. Donc, on n'aurait pas une perte de terrain, une perte nette en superficie, puis on pourrait réaménager la partie au nord des terrains de soccer si besoin. Alors, la présente résolution, c'est pour autoriser M. Audette, notre directeur général, à signer les documents pertinents pour procéder, retirer la portion de terrain nécessaire de notre bail amphithéotique pour faire ce projet de résidence étudiante. Est-ce que ça vous va? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter. M. Leblanc en fait la proposition. Merci. 4.3, demande d'investissement pour la région de la Gaspésie. Ça a été médiatisé quand même. Là. On a perdu le programme FAIR, le Fonds d'aide aux initiatives régionales, qui est un programme spécifique pour la région de la Gaspésie, qui visait avec 4 volets. Là. Le principal volet visait le soutien à des entreprises privées, le démarrage, l'expansion d'entreprises. On n'aura plus notre fonds dédié à la Gaspésie, mais il y a quand même l'équivalent avec les mêmes paramètres, mais à l'échelle du Québec. Donc, les entreprises vont pouvoir encore bénéficier. C'est une perte pour la région, mais dans le FER, il y avait aussi le volet 4, où ça, c'est un financement. Chacune des municipalités de la région recevait soit 15 ou 30 000 dépendamment de la population, pour faire des investissements récréotouristiques. Nous, bon an, mal an, la ville, on recevait 30 000 puis c'est un financement qu'on servait pour trottoirs de bois. On pouvait payer nos employés municipaux puis acheter de l'équipement, du matériel. On faisait toujours de tables à pique-nique. Bon, on agrémentait un peu l'expérience avec ce financement-là qu'on a perdu pour 2023. Ça va être un trou dans notre budget de 30 000, mais avec cette résolution-là, c'est une résolution qui a été adoptée par la table des préfets de la Gaspésie, puis on souhaite que l'ensemble des municipalités de la région ont été invitées à faire de même, à adopter cette résolution-là, qu'on demande en fait de revoir l'équivalent de ce programme-là pour les municipalités. On l'enverrait à notre ministre responsable de la région, Mme Maïté Blanchette-Vézina, le ministre responsable délégué à l'économie, qui est responsable de l'ancien programme FAIR, Christopher Skeet, et André Laforêt, la ministre des Affaires municipales. Est-ce que ça va? Quelqu'un propose? Oui, Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 5, dossier de la Direction générale et de la greffe. 5.1, lettre d'entente, modification de l'article 11.31 de la Convention pour un congé sans solde. En fait, c'est une situation là, spécifique. On a un employé, un cadre qui est en arrêt de travail pour une période indéterminée et on a un employé syndiqué qui le remplace, qui avait pris un congé sans solde de 12 mois pour le remplacer en attendant. Mais l'arrêt de travail du cadre se prolonge, ce qui fait que là, ce qu'on souhaite faire, c'est d'autoriser un congé sans solde qui peut aller jusqu'à 24 mois à notre syndiqué qui remplace le cadre. Actuellement, ce n'est pas prévu dans la convention collective, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation, là, on ne sait pas encore si le cadre va revenir à l'emploi ou pas. Donc, ça devenait hasardeux pour le syndiqué de quitter son emploi syndiqué, ne sachant pas si le poste de cadre va être ouvert. Donc, on a convenu avec le syndicat d'une lettre d'entente pour permettre à cette personne-là d'avoir un congé sans solde de 24 mois, si ça vous convient. Ultimement, bon, c'est une lettre d'entente qui va être annexée à la convention, mais à l'heure actuelle, on est en négociation de la convention collective. La prochaine convention, on vient de démarrer une négociation aujourd'hui même. Et ce qu'on prévoit dans toute cette réflexion-là, c'est d'avoir un mécanisme dans la convention qui va prévoir ce genre de situation-là au lieu d'y aller par lettre d'entente. Lettre d'entente, c'est comme un ajout à convention pour corriger une situation. On va essayer de le corriger de façon définitive pour prévoir ce genre de situation-là dans la prochaine convention. Mais entre-temps, cette lettre d'entente-là permettrait de répondre aux préoccupations qu'on a et à celles du syndicat en même temps. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Denise Leblanc, on fait la proposition. Oh! Je ne veux pas de chicane. Deux Leblanc. Deux Leblanc. Cousin et cousine, Monsieur Leblanc propose, Régis Leblanc. Merci. 5.2, termination de l'entente intermunicipale pour la gestion du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse. Ça fait partie des démarches qu'on a entamées depuis 3 ans maintenant à peu près. Là, on a créé une régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles dans l'objectif d'en venir avec une troisième collecte, troisième voie pour le compost. La nouvelle régie qui est créée on est en transfert pour devenir propriétaire du LET de Saint-Alphonse, du lieu d'enfouissement technique. Et là, ça prend une résolution pour terminer l'entente parce que les 24 municipalités des deux MRC, des MRC Avignon et Bonaventure, avaient signé une entente avec Saint-Alphonse pour confirmer qu'ils envoyaient leur matière résiduelle au LET de Saint-Alphonse. Et là, on va terminer cette entente-là, puis on va faire la même chose. Ça va être les mêmes paramètres,
mais au lieu de l'entente soit signée entre les municipalités et Saint-Alphonse, ça va vraiment être une entente avec la régie intermunicipale qui va devenir propriétaire en bonne et due forme du lieu d'enfouissement technique. Alors voilà, la résolution, c'est pour m'autoriser moi-même et M. Audette à signer la convention de terminaison de l'entente de 2006 pour et au nom de la Ville. Ça va être fait dans l'ensemble des municipalités, des deux MRC. Oh, Jean-Simon avait levé la main en premier. Jean-Simon Landry a fait la proposition. Ça va. 5.3, études sur les besoins de logement à Carleton-sur-Mer. On le sait, là, on a des gros enjeux d'habitation. Le 5 juillet dernier, là, la semaine dernière, il y a un nouveau programme fédéral à la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui est ouvert pour favoriser l'accélération de la construction de nouveaux logements. Et on souhaite déposer dans ce programme-là pour aller chercher du financement pour stimuler la construction de logements. Pour être admissible à de l'aide financière dans ce programme-là, ça prend une étude sur nos besoins en logement. On avait déjà fait faire une, la MRC Avignon en avait fait une en 2021 qui évaluait les besoins pour l'ensemble du territoire de la MRC avec une portion pour Carleton-sur-Mer, mais pour être admissible dans le programme d'aide financière, ça prend des données qui datent de 2022 ou plus récents. C'est pour ça ce qu'on propose ce soir, c'est d'utiliser la même firme, Raymond Chabot Grant Thornton, qui avait fait l'étude pour la MRC, des mandats types qui utilisent les mêmes paramètres, les mêmes variables, mais l'étude de 2021 utilisait des données de 2019. Là, il utiliserait les données à jour de 2021 pour actualiser ces chiffres-là. Donc, avec la même méthodologie, c'est des honoraires qui sont estimés entre 15 et 18 000 pour faire cette étude-là. C'est un pari qu'on prend pour aller chercher ce financement-là, qui serait quand même un financement très important. Là. On n'a pas la hauteur exacte, là, mais c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on pourrait aller chercher en subvention pour stimuler la construction de logements. Et que ce financement-là soit accepté ou non, c'est quand même des données intéressantes. On connaît l'enjeu de l'habitation, donc d'avoir des chiffres à jour sur les besoins sur le territoire, ça pourrait être intéressant. Alors, si ça vous va, on donnerait l'étude parce qu'il faut déposer dans le programme au plus tard le 14, 16, 18 août prochain. C'est très rapide. On a un mois et demi de délai pour y arriver. Raymond Chabot serait en mesure de nous fournir ces données-là, puis on va travailler sur une demande d'ici au mois d'août. Ça va revenir le 14 août à la séance publique avec un projet à déposer. Ça vous va? Quelqu'un propose la proposition? Denise Leblanc propose. Merci. Dossier de la trésorerie en 6, les comptes à payer au 30 juin 2023, le point 6.1. Pour ce point-là, M. Leblanc et Landry et M. Leblanc, oui, vont se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Il y a pour 692 000 de comptes à payer et des factures qui ont déjà été payées pour 365 000, ce qui totalise 1 057 000 pour le dernier mois. Dans les éléments là, plus significatifs là, que je voyais, que j'ai noté, il y avait le paiement d'aménagement d'Avignon pour les trottoirs de l'hôtel de ville. Là. Si vous avez remarqué, le pavé uni avait été refait. Là. On a utilisé le même pavé, mais on a simplement refait. 35 395. Excavation et services techniques LM pour le mini-golf et une location d'équipement qu'on avait fait avec eux. Il y avait une facture de 47 195. L'achat du E-Transit chez Ford New Richmond, un véhicule électrique là, qui est utilisé par l'équipe des travaux publics là, du camping d'entretien des parcs, 97 713. On va avoir des subventions là, qui vont payer une partie de ce montant-là, qui vont réduire la facture de la ville. Et gaz électrique pour l'éclairage des terrains de baseball et de tennis, 95 012. Est-ce que ça va pour les comptes à payer? Quelqu'un fait la proposition? Alain Turcotte la propose, merci. 6.2, bâtiment de service rééduqué. 6.2, 6.3, 6.4, c'est le même principe. Là, c'est des projets qui sont en cours. Et quand le projet avance, les architectes peuvent évaluer, puis il y a différentes étapes. Quand les étapes sont passées, ben, on peut faire des paiements. Il y a plusieurs paiements tout au long d'un projet. Donc, le 6.2, c'est le bâtiment de service sur la rue du Quai. On serait rendu à la deuxième demande de paiement qui a été approuvée qui a été demandée par l'entrepreneur et approuvée par l'architecte qui fait l'évaluation. C'est 62 113,40 cette demande de paiement-là en date du 30 juin 2023. Ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Sylvie Tremblay propose, merci. 6.3, demande de remplacement des conduites, projet de remplacement des conduites d'alimentation du camping, demande de paiement numéro 2, même principe, cette fois-ci, c'est pour un montant de 618 488 et 37. C'est conforme selon les ingénieurs au dossier. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc, merci.
6.4, projet de rénovation de l'Arena Léopold-Leclerc, demande de paiement numéro 7. Dans ce projet-là, pour l'Arena, on est à 352 162 et 64 sans les taxes applicables. Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry fait la proposition. Ça battu de vitesse en ligne. Dans les trois cas là, de demande de paiement, là, à chaque fois, il y a un règlement d'emprunt spécifique pour ces trois projets-là. Donc, on va utiliser le financement vient du règlement d'emprunt spécifique au projet. 7 maintenant, de l'urbanisme, 7.1, adoption du règlement 2023-482 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la protection des paysages dans les zones forestières et de villégiature. C'est la troisième fois que ça revient en séance publique. Là, on est vraiment à l'étape finale d'adopter ça, de ce nouveau PIA-là pour tous les secteurs de villégiature qui sont visibles de la 132 pour limiter l'impact visuel des constructions sur la montagne, sur les montagnes, j'aurais dire. Ça va, on pourrait procéder à son adoption ce soir. Quelqu'un propose? Denise Leblanc a fait la proposition, merci. 7.2, adoption du règlement 2023-481, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage afin de régir la plantation, l'entretien et l'abattage d'arbres. C'est notre nouveau règlement, justement, là. Tout ça, ça s'est fait en même temps que celui d'avant pour protéger nos paysages, entre autres en montagne. On a mis en place un règlement pour encadrer la plantation, l'entretien et l'abattage des arbres sur le territoire. On est maintenant à l'étape de l'adopter. Il y a eu des consultations publiques qui ont été présentées 2 fois en séance publique. Ça vous va? On pourrait l'adopter. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. 7.3, nomination membre du CCU, un départ au CCU d'une membre, Mme Florence Bouchard. Et puisque il n'y a pas très longtemps, on avait fait un appel de candidature pour combler un poste au CCU, on a reçu plusieurs noms, plusieurs candidatures. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de refaire l'appel, on est allé dans les candidatures qu'on avait reçues à l'automne dernier ou à l'hiver. Et ce qu'on vous propose, c'est de nommer Mme Tania McNorton en remplacement de Mme Florence Bouchard pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. On pourrait aussi peut-être ajouter dans les autres sujets, même peut-être une petite motion de remerciement pour Mme Bouchard qui a travaillé avec nous, qui s'est impliquée dans ce comité-là. Si ça vous va. C'est pas oublier de l'ajouter dans je vais l'ajouter dans les autres sujets. Est-ce que quelqu'un propose la nomination de Mme McNorton? Alain Turcotte la propose. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure aux 5 rue des Défricheurs, le lot 6 310 335. Monsieur Landry, voulez-vous faire la présentation? Avec plaisir. Le présent cas, c'est dans le nouveau quartier, au 5 rue des Défricheurs. On a une maison neuve qui a été construite sur dalle de béton, donc qui est un peu plus basse que ce qu'on est habitué là, avec un bungalow. Donc légèrement plus basse, le propriétaire veut se construire un garage et fait la demande de construire un garage qui dépasserait de plus d'1 mètre la hauteur de sa résidence. Maintenant, le règlement qui encadre ce type de construction-là, il a été revisité de fond en comble très récemment. Il est à jour. Puis il n'y a rien aux yeux du comité consultatif qui justifierait que la construction du garage déroge à la réglementation en vigueur. Et l'argumentaire des propriétaires était jugé insuffisant. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de ne pas accepter la demande de dérogation mineure et renvoie le propriétaire du terrain à la table de dessin afin de respecter la réglementation. Je vais ouvrir mon micro, excusez. Donc, j'ai Mme Leblanc qui propose d'entériner la recommandation du CCU, c'est-à-dire de refuser la demande de dérogation mineure. 7.5, demande de PIIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le lot 3 887 591. C'est dans le secteur Saint-Louis. En fait, c'est une demande qui a été faite. J'ai présenté tout à l'heure en 7.1, on a adopté le nouveau PIIA. Avant ça, c'était l'ensemble de la zone de villégiature qui était
où le PIA s'appliquait. Maintenant, ce qu'on a fait dans le nouveau PIA, c'est qu'on a ciblé les zones qui sont visibles de la 132, parce que l'objectif derrière ça, c'est que les chalets ne soient pas visibles. La demande a été faite pour à 7.5, si je reviens au point 7.5, dans les anciens paramètres de l'ancien PIA, c'est-à-dire, donc là, il était dans une zone où ça s'appliquait. Dans le nouveau PIA, il n'y aurait pas eu cette demande à faire là parce que là où le chalet va être implanté, il n'est pas visible, donc il n'est plus assujetti au PIA, mais vu que la demande a été déposée il y a quelques semaines, on l'analyse dans l'ancien. Mais en fait, je vais laisser M. Landry le présenter en détail. Je vais apporter quelques précisions. Vous Ouais. avez quand même pas mal tout dit, là, puisque la demande a été déposée au moment où elle a été déposée. Elle se trouve être régie comme par les deux règlements en même temps. Cela étant dit, si on le regarde avec le nouveau règlement qui est en vigueur, cette demande-là n'aurait même pas dû passer par une demande d'intégration et d'implantation architecturale parce qu'elle est hors zone d'application. Donc, on parle ici d'un abri forestier qui, si on regarde tous les critères du PIA en termes d'architecture, respecte les critères qui sont en vigueur. Donc, un beau petit camp, hein? On disait tout à l'heure. Puis, il est hors zone. Donc, il n'y a aucune raison valable d'empêcher le propriétaire d'implanter, de construire son bâtiment dans le secteur Saint-Louis. Donc, le comité consultatif d'urbanisme fait la recommandation au conseil de ville d'accepter la demande du propriétaire et d'autoriser la construction du bâtiment. Ça vous va? Est-ce que quelqu'un qui propose l'acceptation de la demande? Régis Leblanc propose. Merci. 8. Dossier du développement économique et du tourisme. 8.1. Acte de concession et entente accessoire à la cession avec le MPO, le ministère Pêche et Océan Canada, pour le quai de Carleton-sur-Mer. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet de quai. Si vous vous rappelez, c'est un quai de Transport Canada qui a été cédé à Pêche et Océan Canada, qui a fait les travaux. Initialement, ce qui était prévu, c'est à l'extrémité du quai, là, vous l'avez vu, on a aménagé un parc urbain, un parc municipal. Dans nos discussions, nos ententes avec le ministère de Pêche et Océan, ce qui était convenu, c'est que la ville deviendrait propriétaire du bout du quai, donc du patelage de bois, de la partie du quai en soi et de l'enrochement autour et du mur vertical où les gens vont pêcher. Finalement, ça a été long avant d'arriver avec l'entente à proprement dit de cession avec le ministère. Il nous arrive avec l'entente, une cession pour $1. Finalement, à notre grande satisfaction, ils ont conservé plus d'éléments. Ce qui serait à la charge, à la responsabilité de la ville, en fait, c'est seulement le patelage, la partie plancher et le garde-corps et le chasse-roue, là, le gros bout de bois où les gens s'appuient, se mettent le pied pour pêcher. Ça veut dire qu'initialement, nous, quand on a fait ce projet-là, on pensait devenir propriétaire, être responsable de l'enrochement et de la partie verticale du quai, l'entretenir pour les prochaines années. Finalement, on aura seulement à s'occuper du plancher, de la partie patelage de bois. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Et avec cette résolution-là, on viendrait signer l'entente accessoire à la cession pour compléter cette transaction-là et devenir officiellement propriétaire de ces éléments-là du quai. Alors voilà, quelqu'un fait la proposition? Denise Leblanc propose. Merci. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. Il n'y en avait pas ce soir. Dossier des travaux publics en 10. On a une demande de traverse piétonne et une limite de vitesse dans le secteur de la rue du Phare. C'est une demande citoyenne qui avait été faite là, lors de 2 séances publiques. Ce qu'on ferait avec cette résolution-là, c'est qu'on demande au ministère des Transports de déplacer la limite de 50 km/h, la remonter sur la côte du Golfe en haut. On sait que c'est 70 dans la côte du Golfe. Le 50 arrive là, dans le secteur d'Aquamer ou de l'avenue du Phare. Les autos roulent vite, ralentissent pas. Il y a beaucoup de gens qui traversent à ce coin-là, à cette intersection-là. Donc, ce qu'on demanderait, c'est de déplacer la limite de 50 en haut de la côte du Golfe, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs, et de remettre, ce qui avait déjà été le cas aussi, une traverse piétonne à l'intersection de l'avenue du Phare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent là pour sécuriser le secteur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose cette demande? Proposée par Sylvie Tremblay. Merci. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, mise en commun des services de sécurité incendie Avignon-Est orientation. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec un consultant
à l'optimisation des services incendies dans la MRC Avignon, trouver des solutions pour améliorer la desserte, réduire les coûts et offrir un meilleur service à notre population. On a avancé là-dedans. Il y avait différents scénarios qui ont été envisagés. Depuis quelques mois, là, dans les derniers mois, ce qu'on a décidé de se concentrer, c'est d'analyser deux scénarios de regroupement. Un entre Maria et Escuminac et un deuxième entre Escuminac et l'ascension de Patapédia. Escuminac serait divisé en deux parce que c'est vraiment un grand territoire. Il y a une partie qui serait couverte par Pointe-à-la-Croix et l'autre qui serait avec l'entente avec Nouvelle, nous, et Carleton-sur-Mer et Maria. Le consultant nous a fait une proposition et là, on est à l'étape de voir est-ce qu'on continue d'avancer là-dedans, est-ce qu'on raffine ou on maintient le service actuel. Et ce qui est proposé ce soir, déjà, Escuminac, Nouvelle et Maria se sont prononcés en faveur de ce regroupement-là. On travaillerait en ce sens-là, si vous êtes toujours d'accord. Donc, on avancerait en 11.1. On donnerait notre orientation de poursuivre les discussions en vue de regrouper ces services incendies-là pour 4 municipalités. Et en 11.2, c'est en lien avec ça, mais l'idée, ça serait de donner un mandat d'accompagnement à nos consultants avec qui on travaille depuis quelques mois pour continuer à raffiner le travail. Mais essentiellement, ce qui est proposé, c'est que ce soit un seul service incendie sous l'autorité de Carleton-sur-Mer. C'est Carleton-sur-Mer qui serait ultimement responsable, le conseil municipal, de l'ensemble de ce nouveau service incendie-là, mais on ne serait pas responsable des casernes et des véhicules pour le moment. Chaque municipalité garderait ses véhicules, ses casernes, mais les pompiers seraient embauchés par la municipalité avec nos conditions salariales. Et même chose pour l'achat des petits équipements là, qui seraient à la charge de la municipalité de Carleton-sur-Mer. Ensuite, il y aurait une répartition, évidemment, de la facture selon des paramètres aux 4 municipalités. On se garderait un petit frais de gestion parce que ça amène une charge supplémentaire, un frais de gestion qui sera à confirmer. Là, on est en discussion là-dessus pour compenser un peu la charge supplémentaire à la ville. Ça permettrait d'améliorer le service, d'avoir une couverture plus grande, une meilleure couverture du territoire, d'avoir plus de prévention. Évidemment, on grossirait l'équipe. On aurait un directeur incendie pour les 4, mais avec des responsables de caserne. On est en train de travailler la gouvernance, mais l'objectif derrière tout ça, je le rappelle, c'est d'optimiser notre service, d'avoir un meilleur service à la population à un coût qui serait similaire ou à peu près à ce qu'on a présentement, mais en se regroupant, on pense qu'on va être plus efficace. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avancer, de franchir une étape dans cette mise en commun-là, avec cette orientation-là, de signifier aux 3 autres municipalités qu'on est d'accord pour continuer les discussions, pour raffiner les discussions en 11.1. Est-ce que quelqu'un propose? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 11.2, donc on poursuit dans la même thématique avec le mandat d'accompagnement à la firme Icarium. Ce qu'ils nous proposent, c'est difficile d'évaluer le temps nécessaire, mais ils nous proposent une banque de 100 heures avec 6 déplacements anticipés pour 2023 pour compléter l'entente, le mandat d'accompagnement. C'est un montant de 21 000 qui est évalué, mais qui va être calculé à l'heure, qui peut jouer selon le nombre d'heures qui est passé. Et c'est une facture qui va être répartie avec Escuminac, Nouvelle et Maria. Et nous-mêmes, selon un ratio 50 selon la population et 50 selon la richesse foncière uniformisée, la valeur de nos bâtiments. C'est une donnée qu'on utilise beaucoup dans le monde municipal pour comparer. Donc, c'est une facture de autour de 21 000, mais l'objectif de la résolution, ce serait de donner le mandat à la firme Icarium et ensuite de répartir cette facture-là une fois qu'on l'aura avec les 3 autres municipalités. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Stéphane Figueroa a fait la proposition. Merci. 11.3, rapport des interventions du service de sécurité publique et incendie pour la période de janvier à juin 2023. C'est un dépôt qu'on fait là, périodiquement. Donc, on a le dernier rapport à jour de notre directeur incendie sur les différentes interventions qui ont été faites par le service sur le territoire. C'est simplement un dépôt, pas besoin de résolution là-dessus. On va acheminer ce rapport-là au ministère de la Sécurité publique. Ça nous amènerait maintenant à 12, prochaine séance du Conseil. Elle aura lieu le 14 août 2023 ici même, lundi 14 août. Autre sujet, on avait ajouté, si vous êtes toujours d'accord, peut-être une petite mention de remerciement à Mme Florence Bouchard qui a siégé sur le comité consultatif d'urbanisme pendant plusieurs années. Quelqu'un propose? Donne la mention. Régis Leblanc, on a fait la proposition. Merci. 14 maintenant, tour de table du conseil. Ensuite, la parole va aller aux gens dans la salle. Je commence avec vous, Mme Leblanc. OK, c'est beau. Ça fonctionne.
Donc, merci, Monsieur le maire. Mais premièrement, j'espère que vous profitez du beau temps. Il fait très beau. On a beaucoup de visiteurs. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est, je sais que vous le faites déjà. Je vais vous inviter à le faire un petit peu plus, à être des ambassadeurs de notre belle ville. Parce que dernièrement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a fait plusieurs inaugurations. En tout cas, moi, après 5 ans, je crois que c'est la première année que je vois que la ville a procédé en tout cas à plusieurs choses au niveau de nos infrastructures, dont entre autres le micro-musée. Et si ce n'est pas déjà fait, cette visite-là, là, vraiment, c'est de toute beauté. C'est, après 3 ans d'efforts, en tout cas, on voit les résultats, c'est superbe. Et par la suite, on a fait les panneaux d'interprétation. Et entre autres, vous parliez de notre parc urbain. Ça faisait quand même 3 ans, je pense, que ça avait jamais été inauguré. On a eu l'occasion de le faire. Fait que, on a dû reporter notre mini-golf. Mettons qu'on n'en parlera pas tellement aujourd'hui, mais un petit peu plus tard, ça va se faire. Fait que, merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances aussi. Merci. Madame Tremblay? Mais moi, j'ai rien à rajouter, monsieur le maire. Merci. Monsieur Turcotte? Rien de spécial pour moi. Bonsoir. Merci. Monsieur Landry? Deux petites choses là, pour ma part. Moi, j'aimerais prendre quelques secondes pour féliciter toute l'équipe derrière le Festival Bleu-Bleu. Je pense que ça a été super. J'ai eu l'occasion de faire du bénévolat avec eux. Puis, moi, pour ma part, en tant que bénévole, c'était très apprécié de le faire, mais je pense que les festivaliers étaient au rendez-vous puis qui ont apprécié leur expérience. Fait qu'un gros bravo à toute l'équipe qui est derrière ça. Puis ensuite, en tant que concitoyen, peut-être faire un rappel que je fais à tous les ans, la courtoisie sur la route. On a beaucoup de visiteurs présentement, puis c'est pas tout le monde qui sait où il est à droite puis à gauche. Fait que peut-être juste d'être calme au volant, puis ça va assurer la sécurité de tous pour les prochaines semaines. Voilà, merci d'être là. Bonne soirée. Merci. Monsieur Figueroa? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Toujours remercier les citoyens qui viennent nous voir. Il n'y en a pas beaucoup, mais on apprécie vous voir quand même. Là, on fait ça pour vous, les séances publiques. Même si tous les points, on les discute en huis clos, mais c'est quand même bien de vous avoir ici. N'hésitez jamais s'il y a des questions pendant à la période des questions, d'en poser vos questions. Là, on est là pour répondre. Puis, je voudrais aussi féliciter l'équipe de la ville parce qu'on travaille sur le logement. Il y a des dossiers qu'on essaie de faire avancer vite, puis avec le plan d'action qui va se monter cet été pour avoir du soutien du fédéral, pour être un levier pour les logements, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut le faire et vite. Puis dans les délais, je pense que c'est grâce à l'efficacité de l'équipe de la ville qu'on peut arriver des fois à proposer certains projets de façon efficace. Je voudrais quand même, monsieur le DG et puis les cadres qui travaillent là-dessus, c'est quand même une bonne façon de travailler, je trouve, là, d'être proactif dans certains dossiers, puis je voulais remarquer ça ce soir. Voilà. Okay. Profitez de l'été, puis profitez de la ville, on est là pour ça aussi, monter les infrastructures. Comme Denise l'a dit, on fait des inaugurations dernièrement, quelques-unes. On essaie d'écouter la population aussi, les besoins. On essaie d'aller justement mettre en place des infrastructures et des services qui vont être utiles pour vous autres. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Leblanc? Merci, M. le maire. Dans la même veine que Mme Leblanc, les installations qui sont maintenant à portée de main pour nous permettre de connaître l'histoire de Carleton, l'histoire du parachoix, etc. C'est exceptionnel. On est heureux, tout le monde. On a participé à ces différentes inaugurations-là. Mais je voudrais souligner le travail de l'équipe loisirs, culture et services communautaires, Pascal Alain et l'équipe qui ont livré ces magnifiques produits-là et l'engagement d'un bénévole qui est derrière tous ces projets-là aussi, qui est M. Paul Lemieux. On a dans Carleton des historiens qui sont extrêmement généreux, dévoués, et tout le monde qui a mis la main à l'épaule. J'apprenais qui étaient toutes les personnes derrière l'ensemble de ces projets-là, avec l'expertise locale. C'est fait avec des gens comme Médialogue qui ont travaillé. Médialogue n'existe plus, mais les professionnels qui l'ont composé ont quand même travaillé à cette présentation-là. Olivier Réaume, le directeur technique du Quai des Arts, qui a tout préparé, la dimension technique. Donc, le conseil est très fier de son équipe. Vous dire aussi que c'est effervescence du côté des connaissances patrimoniales, mais on ne sait plus où aller dans la semaine tellement il y a de spectacles. Là. On vous invite à en profiter. Surtout, gardez votre visite.
On peut aller voir du cinéma en plein air, on va avoir du théâtre, on va avoir des expositions, on a des spectacles et on va avoir des événements programmés par la ville de Carleton qui vont se faire ici. Là, il y a des spectacles qui sont programmés à Parc des Horizons. Fait que passez un bel été et revenez nous voir au mois d'août. On va être encore plus grillés qu'on est là. Merci, M. Leblanc. Moi, j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole pour les gens dans la salle. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, on vous écoute. Oui, monsieur. J'aurais une question par rapport au point 7.1, 7.2. Je ne sais pas si c'est peut-être trop tôt. C'est juste retrouver lequel point, là? 7.1, 7.2? Le règlement 482. Oui. De ce que j'ai compris, ça s'est adopté. Oui. À partir d'aujourd'hui. Exact. J'ai regardé le document qui avait été émis, puis je me demandais où est-ce qu'on peut trouver peut-être une carte un peu plus précise sur l'image est vraiment employée pour la zone, aussi à 5, plusieurs lots. C'est peut-être pas clair donc, pour les propriétaires où est-ce que la limite de la zone. Ouais. Je ne sais même pas à qui m'adresser là-dessus. Ben, je peux y aller, là, mais effectivement, c'est un règlement qui est quand même complexe, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler sur un guide là, avec des graphismes pour simplifier. On l'a vu dans d'autres municipalités, là, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, le style de toiture. Fait qu'on veut vraiment le simplifier avec des cartes plus précises. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail, là, ce serait possible de rencontrer notre responsable urbaniste, Samuel Landry. Dans le règlement, c'est tout petit, là, mais on a les cartes, là. Les cartes sont très précises, là, mais on pourra ouais, si vous avez des questions particulières sur un terrain, on pourra le regarder, là, mais avec notre responsable urbaniste, ce serait le plus simple. Puis à venir, je n'ai pas la date, là, mais on travaille sur. On attendait d'adopter le règlement là, pour être certain que tout est conforme. Une fois que maintenant qu'il est adopté, ben, là, on va travailler sur un guide pour son application qui va être le plus simple possible. Dans le 482, on parle-tu d'une interdiction de construire dans cette zone-là ou plutôt un encadrement de construction de réglementation? Un encadrement, effectivement. L'objectif, c'est de minimiser l'impact visuel. Ce qu'on vient faire, ce qu'on vient encadrer, c'est entre autres, avant, on avait un PIIA qui régissait les matériaux, la couleur des matériaux, le type de toiture, la hauteur des bâtiments, pour pas qu'on les voit trop. On a continué à intervenir là-dessus, mais on a ajouté maintenant le déboisement, les allées d'accès. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, il y en a qui se construisent un chemin pour se rendre dans leur chalet. S'il est parallèle quand on est en 132, on va voir le chemin. Mais si le chemin est en zigzag, ou ben là, à ce moment-là, il n'est pas visible à 132. C'est des éléments comme ça qu'on vient de dire, ben, c'est des bonnes pratiques. Fait que ce qu'on vient faire maintenant, c'est avant d'implanter un chalet ou une maison, il faut te présenter pas juste le plan du chalet, mais l'aménagement autour et l'allée d'accès pour s'assurer qu'on va limiter. Mais on a donné un permis là, la dernière séance publique, là, entre autres. Là. Fait qu'il y a encore possibilité. C'est juste qu'on veut s'assurer de Ça va, on va continuer d'avoir la possibilité même encore. Oui. Là, avant ça, c'est. Oui, M. Landry, tu voulais répondre, oui? Juste me permettre, le but, ce n'est pas de brimer un propriétaire de profiter de son terrain. C'est d'encadrer comment il va le faire jusqu'à un certain point, pour pas brimer les concitoyens, par exemple. Mais le but, c'est vraiment de permettre à un propriétaire de jouir de son terrain. Il va avoir certaines règles, comme il y a d'autres règles qui s'appliquent à l'urbanisme ailleurs sur le territoire. Un terrain, tu peux en profiter. Je comprends. Effectivement, je n'avais pas eu toutes les informations. Ouais. Puis par rapport à la 481, avez-vous eu des échanges avec des propriétaires qui ont fait des travaux, mettons, avec les cours forestières dans cette zone-là, des travaux en vue, mettons, d'une récolte forestière dans les prochaines années? Avez-vous des échanges avec certains propriétaires? Parce que je sais qu'il y a des cas comme ça. Oui, cette réglementation-là, c'est vraiment pour l'implantation de bâtiments, mais ce n'est pas pour des travaux de coupe forestière. C'est pour les entrepreneurs forestiers ou la coupe forestière, il y a une autre réglementation qui s'applique, c'est du côté de la MRC. Fait que c'est une autre réglementation, mais là, c'est pour des superficies différentes. Là, mais, on parle vraiment de petites superficies. Oui. Exact. En bas d'1 hectare pour la construction de chalets, effectivement. Ouais. Donc, des gens qui ont des lots et qui font affaire avec des coops
pour l'éclaircie, la plantation, pour la coupe, ça les affecte. Non, c'est le règlement de la MRC qui s'applique. Si on est dans cette zone-là qui a été. Oui, et ben là, il y a un règlement au niveau de la MRC de contrôle intérimaire sur l'abattage d'arbres qui s'applique. Puis il y a des normes, mais que le groupement connaît, là, tu sais, avec lesquelles il travaille depuis plusieurs années. Puis c'est les mêmes normes qui s'appliquent. Là. Ils sont habitués de faire. Puis dans tous les cas, quand il y a une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier, tu sais, des fois, il y a des enjeux ça peut être des ravages de tordeuses de bourgeons d'épinette et compagnie. Ben, il y a possibilité de couper dans ces zones-là des arbres quand il y a bien sûr d'un ingénieur qui confirme la pertinence de le faire. Mais oui, ils sont habitués de travailler avec. Si on a un plan d'aménagement, on devrait être correct, mais c'est quand même. Ouais. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là pour le groupement. Plaisir. D'autres questions, commentaires? Moi, Oui. bien sûr. Mais moi, je veux dire que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant le petit musée sur le bord du Barachois. Aujourd'hui, les gens ont vraiment apprécié et on m'a dit que c'était super intéressant. Voilà. Numéro 2. Tu sais, là, à un moment donné, j'étais venue ici et je vous avais parlé de magnifiques terrains en face de ces gens coutus. Quel beau terrain. Mettons que vous autres, vous décidiez de payer mon gaz avec ma tondeuse. Je pourrais-tu aller tondre le gazon sur le terrain qui appartient à Irving Canada qui a l'air, je trouve que ça enlève la belle image de notre municipalité, puis c'est vraiment dans la zone touristique. Je me demande encore ça, mais il me semble que c'est pas compliqué d'appeler puis dire on peut-tu tondre le gazon si l'herbe est haute comme ça. C'est pas très beau. On a un règlement sur les nuisances, là, donc si si l'herbe est trop haute, on peut intervenir puis donner un avis au propriétaire, à Irving, là, pour qu'il intervienne. Avez-vous vu? Là, je n'ai pas remarqué récemment, là, en toute franchise, là, mais je n'ai pas de difficulté à vous croire absolument. Là, je veux dire, c'est un terrain qui est dans le secteur névralgique, puis on le sait qu'il n'est pas entretenu. Là. On a déjà eu des pourparlers avec Irving pour l'acheter. Ils ne sont pas vendeurs, mais on pourrait regarder pour l'aménager, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Là, mais oui, on va le. Oui, oui. Mais tout propriétaire de terrain, il y a un règlement sur les nuisances, puis il y a un minimum là, qui doit être respecté, puis le terrain doit être tondu. Peut-être pas toutes les semaines, mais là, je ne sais plus la hauteur, là, mais il y a quand même des libellés dans la réglementation pour qu'on puisse intervenir. On pourrait, oui, leur faire un rappel, leur donner un avis pour qu'ils. Oui, je vais revenir, Mathieu. Mais madame, je vous déconseille d'aller tendre vous-même le terrain. C'est ce que le voisin si je peux me m'a permettre dit de vous faire. Même le voisin s'était offert d'aller, puis il avait même appelé, puis il avait dit défense dans les dessus. Moi, non, je pense que c'est vraiment, comme le maire l'explique, c'est la responsabilité du propriétaire. Je sais bien. Mais il y a peut-être une petite démarche à faire, hein? Je ne sais pas encore. Peut-être oui, 100 fois sur le métier, on remet notre ouvrage, M. Baudet. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous louez le bâtiment au bout du quai? Y a-t-il un appartement d'habitant à louer? Le bâtiment de service au bout du quai. Là, il n'est pas encore prêt. C'est des salles de bain. 3-4 douches, 5-6 toilettes. Salle de bain. Salle de bain complète. Oui, exact. Il va y avoir 3 salles de bain. C'est un espace là, qui est non genré avec 3 salles de bain avec une petite salle de conciergerie là, pour ranger les équipements, puis chauffe-eau. Puis il va y avoir un petit préau, là, un espace avec un abreuvoir à l'extérieur pour remplir les gourdes, avec un banc, les gens vont pouvoir s'asseoir là. Parce que la navette passe là, ils vont pouvoir s'asseoir pour attendre la navette estivale, embarquer dans l'autobus. C'est des supports à vélo. Je peux savoir combien que ça a coûté juste pour le fun. Je sais que vous l'avez dit. Oui. C'est 460. J'ai plus le chiffre exact. Combien? 460 000. Oui, c'est très cher. C'est un petit peu cher, hein? Oui, absolument. C'est dans une zone. C'est dans une zone de contrainte. Là. Vous allez le voir, le bâtiment est quand même assez élevé. Il faut qu'il soit conçu pour être déplacé en cas de submersion. Donc, ça ajoute des coûts. Ouais. C'est très cher, mais on est rendu là. Ouais. On a travaillé avec des architectes. On voulait quelque chose de simple, mais quand même qui avec un esthétisme, un certain esthétisme. C'est le prix d'une maison. Oui, c'est un bâtiment commercial. C'est toujours très cher. On était surpris de voir les coûts. C'est plus élevé que ce qui avait été évalué par les architectes. Il faut passer par. Ça prend des ingénieurs mécaniques, électriques. Ça prend un architecte pour faire les bâtiments municipaux. Donc, ça fait monter les coûts. Ça fait des riches toilettes. Hein? Ouais. Ça va être.
On n'a pas la date exacte, là, mais au cours du mois d'août, on pense que ça va être livré. Mais ça a été demandé, ça fait des années qu'on se fait demander d'avoir des salles de bain Ah, mais dans ça, ce c'est secteur-là. sûr, mais Ça coûte très cher, mais je pense qu'on va être content et fiers du résultat. Mais je suis confortable, en d'accord. tout cas, ouais, très confortable. J'espère qu'on va être bien confortable. Et là, On va faire nos réunions publiques dedans la prochaine fois. c'est ce que j'avais à dire. Merci. Autre question, Merci. commentaire? Ça va? On pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Oh, Esteban Figueroa. Ouais. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Bonne fin de soirée. Ça, on va revenir. Même heure, même poste. Même heure, même poste.